Dans cette vidéo, nous allons procéder à l'installation de Minikube. Alors pour ça, on va le faire sur une machine virtuelle. On va créer un dossier qui va s'appeler Minikube. Acadia Minikube, alors moi je l'ai déjà. On rentre dans ce dossier Minikube et on va se créer une machine Vagrant. Alors on peut aller sur Vagrant Cloud. Et là, dans VirtualBox, on peut rechercher une machine Debian 11 par exemple. Voilà. Ici, on a la générique Debian 11. On clique sur New. On va récupérer l'instruction Vagrant init générique Debian 11 et on va coller cette instruction. On valide et une fois qu'on aura validé, normalement, on va se retrouver avec le fichier Vagrant File. Il suffira juste de faire un Vagrant App. On valide. Et à l'issue de la commande, on pourra donc se connecter sur la machine qu'on aura créée avec Vagrant SSH. Voilà. Ensuite, il faudra se rendre sur Internet pour rechercher Docker en Chine Debian 11. Voilà. Et ici, on va réinstaller notre Docker sans oublier aucune étape. Première instruction, la deuxième, ça normalement, c'est quelque chose qui doit être acquis. Voilà. Ensuite, on a l'instruction suivante. Alors, il vaut mieux les faire une par une pour n'en oublier aucune. Voilà. Et voilà. Ensuite, encore cette instruction-là. Voilà. L'instruction update qui est ici. Voilà. Et enfin, l'instruction qui est là. Voilà. Il ne nous restera plus qu'à aller, alors il ne faut pas oublier d'aller toujours dans Continue to Post-Installation Step for Linux pour pouvoir donner des droits à l'utilisateur actuel, donc l'utilisateur Vagrant, hein, donc en récupérant cette instruction-là, pouvoir lui donner le droit d'utiliser Docker hein, sans qu'on soit en mode route. Donc on va patienter un petit peu que l'installation se fasse. Donc, l'instruction user mode et on tape l'instruction new grp docker et il suffit de faire un docker version. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va se rendre sur le site qui va permettre d'installer Minikube.
Alors pour ça, on peut aller sur Google et on tape installer Minikube. Installer Minikube, on a le site qui est ici, et là on est sur du Linux. Alors on nous demande de procéder de cette façon-là. On va faire un grep d'abord. Colle. On ne répond pas parce qu'on est sur une machine virtuelle. On va aller sur Linux. Et là, on nous dit qu'il faut d'abord installer kubectl. Donc installer et configurer kubectl. On clique sur installer et configurer kubectl. Et on nous indique comment il faut procéder pour installer kubectl. Donc on y va. Hop. Voilà. Ensuite, on rend le binaire exécutable avec cette instruction-là. Et ensuite, on a cette instruction qui va permettre de déplacer le binaire dans le path pour pouvoir utiliser kubectl, quel que soit le dossier dans lequel on se situe sur la machine. Et ensuite, on va tester kubectl de cette façon-là. Voilà, donc kubectl fonctionne bien. Et maintenant, l'idée, c'est de revenir en arrière ici pour retrouver le installer Minikube. Voilà, je reviens sur installer Minikube. Donc les prérequis, on les a fait pour Linux, puisque c'est une machine Linux. Voilà, ici. Et ensuite, on va sur installer Minikube. Alors sur Linux, on descend. Installer Minikube à l'aide d'un package. Donc on nous donne le package ici. On va le récupérer. Hop. Voilà. Patiente un petit moment que ça se fasse. Ensuite, une fois qu'on a installé Minikube, on a ces deux instructions qui vont nous permettre de pouvoir ajouter l'exécutable à notre path. Voilà. Et une fois que ça a été fait, on va pouvoir démarrer notre Minikube. Alors, Minikube, start. Voilà. Et là, il va falloir patienter le temps qu'il installe notre Minikube sur notre machine. Maintenant que Minikube a démarré, Minikube status. Voilà, donc on a bien notre Minikube qui a démarré. Ici, on va l'arrêter. On va arrêter notre Minikube et on va aller mettre à notre machine vagrante. On va lui mettre une adresse IP sur le réseau host pour que on puisse éventuellement y accéder. On fait un exit et on fait alors, ça dépend sur quoi on est. Là, je suis sur du Linux, un vagrant file, et on va ici
à ce niveau-là, config.vm.network, et on peut aller lui donner une adresse, par exemple 56.10. Il faut retirer le commentaire à ce niveau-là. On sauvegarde le fichier et on fait un vagrant reload pour redémarrer notre machine. Patiente un petit peu qu'elle redémarre. Et ensuite, on ira relancer Minikube avec un Minikube Start. Donc, une fois que notre machine Vagrant a redémarré, on se reconnecte dessus, Vagrant SSH. On refait un Minikube Start et on attend que notre Minikube démarre. C'est exploiter Minikube. Donc on est sur notre machine Debian. La première des choses pour qu'on puisse accéder à distance à notre tableau de bord, puisqu'on l'a installé sur une machine virtuelle, on va récupérer cette instruction kubectl proxy. Ça, on va ouvrir un proxy sur la machine Vagrant. Voilà, on envoie cette commande. Et là, donc, on a un proxy qui a été mis en place. Et donc, on va pouvoir accéder tout simplement donc, au tableau de bord que l'on va ouvrir dans un autre terminal. Donc, ce terminal-là, on le minimise, il ne faut pas le fermer, il faut qu'il soit opérationnel. Et on va aller ouvrir un autre terminal. Voilà. On va rentrer dans le dossier Minikube et on va se connecter à notre machine. Alors, il y a différentes façons d'accéder comme ça à des services. On aurait pu créer un pod, un service, etc. Mais on va procéder déjà de cette manière-là. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire notre Minikube dashboard. Comme il n'y a pas de navigateur sur cette machine-là, donc on ne va pas pouvoir y accéder, on récupère cette adresse. Bouton droit. On va aller sur notre machine hôte. On colle. Et là, on va juste changer à ce niveau-là. Déjà, ici, on va changer par l'adresse de la machine. On vient ici. Hop, 192.168.56.10. Et à ce niveau-là, on va mettre le port du proxy 8001. Et là, on va accéder donc au tableau de bord sur une machine distante à cause du proxy qu'on a mis en place. Alors, on peut laisser, si on veut, ce deuxième terminal fonctionnel et aller en ouvrir un autre, tout simplement. Un vide de commande. Voilà. Et là, donc on se refait notre CD Minikube. On se refait un Vagrant SSH pour nous connecter sur la machine sur laquelle on a installé Minikube. Voilà, on va réouvrir notre document de travail et on peut aller parcourir nos instructions. Alors, pour voir la configuration de Minikube, il suffit de faire un kubectl config few ici. Et donc ça va nous permettre d'avoir un certain nombre d'informations sur notre cluster. Alors attention, on laisse les autres terminaux ouverts. Minikube dashboard, on l'a déjà vu.
kubectl logs L pour avoir de l'aide sur la commande kubectl logs. Ici, pour avoir des informations sur ce que c'est qu'un pod. Cette commande kubectl getNodes, c'est pour avoir le nombre de nœuds que possède notre cluster Kubernetes. Donc on a le cluster Minikube qui est dans l'état ready. Il est de type control plan, c'est-à-dire que c'est un master, mais qui fait office également de worker. Alors on va se créer notre premier pod. On va créer le dossier kubepod qui est ici, mkdir kubepod. Il faut bien sélectionner nos instructions pour ne pas avoir à les saisir, mais vous pouvez les saisir. Voilà. On va rentrer dans le dossier kubepod qui est ici. Là. Et dans ce dossier, on va se créer un fichier de spécification pour lancer un serveur web. Une fois qu'on a fait ça, on va récupérer ces informations. Donc là, c'est la version que l'on utilise de l'API. On va créer une ressource de type pod. Ici, dans les métadatas, on donne le nom du pod qu'on va créer. Et dans ce pod, on va créer un conteneur qui aura pour nom NGINX et qui sera basé sur cette image-là, qui sera récupérée à partir du Docker Hub. Alors, kubectl, apply, -f, on donne le nom du fichier de spécification WebYML. Voilà. Ensuite, pour voir les pods qui fonctionnent, kubectl get po. Voilà, donc on a le pod qui pour l'instant n'est pas complètement achevé puisqu'il est dans le mode conteneur creatine. Ici, il n'a jamais redémarré et ici, on a son âge. Alors, on peut encore faire un kubectl get po et on voit qu'il a bien démarré. Si on voulait avoir, par exemple, des informations sur le pod, il suffirait de faire un kubectl. Je pense que c'est plutôt. Voilà, il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien du tout. Alors, ensuite, alors si je poursuis sur mon document, donc là, on a utilisé cette commande pour appliquer la spécification, pour obtenir la liste des pods, on voit ce qui s'est passé, pour voir la description du pod, kubectl describe pod /web. On colle. Là, dans cette description, alors ce qu'on obtient comme information à ce niveau-là, on obtient le nom du pod, on est dans le namespace par défaut, on obtient ici l'adresse IP. Si je descends un petit peu plus bas, on a l'idée de notre conteneur et on a également ici un certain nombre d'informations. Si je descends un petit peu plus bas, on a les informations qui sont ici, qui indiquent quels sont tous les événements qui se sont produits. On a le default scheduler, qui est un composant de Kubernetes qui a assigné le pod à Minikube. Pour l'instant, on n'a qu'un seul nœud. On a l'image NGINX qui a été récupérée via le composant kubelet. Donc on voit que ce composant, c'est un composant qui fonctionne sur notre cluster
En particulier, sur ce cluster, le master et le worker ne font qu'un, donc la kubelette fonctionne sur notre worker, et cette kubelette, c'est elle qui s'est occupée de récupérer cette image. La kubelette également, c'est elle qui s'est occupée de vérifier que l'image a bien été récupérée. Toujours la kubelette, on voit que la kubelette a permis de créer le conteneur, et toujours cette kubelette a permis de démarrer notre conteneur. Donc là, déjà, on voit quand même ces composants que l'on avait décrits de manière littérale à l'action. Ça permet de mieux les retenir. Ensuite, si on revient sur ce document, alors toutes ces choses-là, je les ai décrites dans ce document. Pour vérifier que le node fonctionne, on fait un kubectl port forward web 8000 et 80. On vient ici, on fait un clear et on va passer à ce niveau-là. Sur Minikube, on se connecte à notre machine vacante. Et si on fait un curl 127.0.0.1 2.8000, on voit que notre serveur NGINX fonctionne bien dans le conteneur qui est sur le pod. On peut fermer ce terminal, on n'en a plus besoin. CTRL-C à ce niveau-là pour revenir sur notre terminal. Alors ici, entre-temps, si on a laissé notre tableau de bord en fonctionnement, au niveau des pods, on voit bien que le pod est fonctionnel. Alors pour ça, bien sûr, il faut avoir laissé en fonctionnement la fenêtre dans laquelle on a envoyé le proxy via kubectl, et puis la fenêtre dans laquelle on a le dashboard. Et là, on est dans la fenêtre dans laquelle on travaille. Ensuite, à ce niveau-là, on descend et on va créer un deuxième fichier de spécification. On va créer un deuxième pod, un pod qu'on va appeler inspect.yml. Nano, colle, ah, c'est pas bon. Nano, alors pas deux fois nano, voilà. On colle et on va récupérer ici les informations qui vont nous permettre de créer notre conteneur inspect.yml, la version de l'API, le type de ressource que l'on crée, c'est un pod. Dans les métadatas, on donne le nom du pod qu'on va créer, il s'appelle inspect. Il y aura à l'intérieur un conteneur qui va s'appeler inspect, qui sera basé sur l'image Alpine 3.10 et qui va faire fonctionner le processus sleep pendant 1 heure. Voilà. kubectl apply -f, on fait un point pour dire que l'on va appliquer tous les fichiers de spécification existants. Le premier fichier de spécification n'est pas appliqué, demeure inchangé. C'est le deuxième qui est appliqué. Ensuite, on fait un kubectl get PO pour avoir l'ensemble des pods qui sont en fonctionnement. Et là, l'objectif, ça va être de se connecter au conteneur qu'il y a dans le pod inspect. Alors
pour ça, on revient ici, voilà, kubectl exec, -it en mode interactif, po/inspect, on va se connecter dans le conteneur, dans le pod inspect sur le conteneur inspect. Et on valide, voilà, on est dans le conteneur. À partir de là, on va vérifier que nos deux pods communiquent. Alors pour ça, bien sûr, il faut avoir déjà l'adresse IP du conteneur web qui a été créé. Donc on va d'abord ressortir de ce conteneur et on va lancer l'instruction kubectl describe po/web. Comme ça va nous permettre d'obtenir en particulier l'adresse IP de notre conteneur qu'il y a dans le pod web. Un clear et on rappelle l'instruction kubectl exec -it po/inspect --sh. Voilà. Si je fais un ping de 10.244.0.8, c'est-à-dire un ping du conteneur web qu'il y a dans le pod web, on voit que ça communique bien. Alors, on revient ici. Là, il va s'agir d'ajouter la commande curl au conteneur inspect qui se trouve dans notre pod inspect. On ajoute cette commande curl. Voilà, alors la commande curl qui va faire office de HTTP. Et si je fais un curl sur l'adresse IP du conteneur web dans lequel il y a NGINX qui fonctionne, on voit que ça communique bien. Donc là, dans cette démonstration, on vient de voir qu'on peut créer deux pods qui font fonctionner des conteneurs, qu'on peut accéder aux conteneurs qu'il y a dans ces deux pods. Alors, on va créer un autre fichier de spécification pour continuer notre déjà prise en main de Kubernetes. Ça permet de comprendre comment ça fonctionne. Donc nano, le fichier va s'appeler ping.yml. Et quand on a créé ce fichier, on va récupérer ce code. Et ce code que l'on a récupéré voilà, va permettre de créer alors un pod, une ressource de type pod. Ce pod va s'appeler ping, il va faire fonctionner un conteneur qui se nommera ping, avec une image Alpine 3.10 et avec le processus ping qui fonctionne. Voilà. On applique, alors kubectl apply -f pour appliquer notre spécification. On peut faire ici, alors je reviens à ce niveau-là, on peut faire un kubectl get po, voilà, pour voir tous les pods qui sont bien en fonctionnement. Et une fois qu'on a fait ça, si je fais un kubectl logs ping pour voir un petit peu ce qui se passe, ben voilà, donc il m'affiche un petit peu ce qui se passe. Il y a des pings qui s'exécutent bien. Alors, on va rentrer dans le conteneur deuxième pod. On peut rentrer dans le pod ping et dans le conteneur qui existe. Et si je fais ici, si j'utilise la commande ps, ici ps, voilà. Donc je vois bien le processus ping qui s'exécute. Ensuite, on peut s'attacher au pod ping, qui
fais fonctionner le conteneur ping. Alors pour ça, je vais faire un exit ici, je fais un clear, et là, on voit bien qu'on peut s'attacher au conteneur et on le fait passer en avant-plan. Et pour connaître tous les conteneurs qui s'exécutent dans un pod, il suffit de faire la commande describe po/ping-n default et ça va nous afficher les conteneurs. Alors de toute façon ici, les conteneurs on les a plus haut à ce niveau-là. Ici on voit qu'on n'a que le conteneur ping qui s'exécute dans cette chose-là. Donc on va supprimer tous les pods. Alors pour supprimer tous les pods, il suffit de faire la commande kubectl delete all. Kubectl, alors delete po d'abord, all. Il faut préciser la ressource que l'on veut supprimer. Ça prend un petit moment. Et pendant ce temps-là, on va voir ce qu'on va faire d'autre. Donc on va créer le fichier web2.yml avec deux conteneurs. Alors ce qu'on va faire, on va prendre quand même la précaution de supprimer le conteneur, le fichier de spécification qui s'appelle web.yml ici. Donc on va faire kubectl. Non, pas. Je vais faire un delete plutôt, un rm, pardon. Un rm web.yml. Voilà. Je vais faire un nano web2.yml pour créer ce pod qui sera constitué de deux conteneurs. Je viens ici, voilà, et je vais récupérer la spécification, le fichier de spécification, donc le numéro de version, c'est un pod que je vais créer qui aura pour nom web, et dans ce pod, il y aura deux conteneurs. Un conteneur qui fera fonctionner l'image ng et inx, et un conteneur qui fera fonctionner le processus sleep. Voilà, je sauvegarde, et je vais faire un kubectl apply -zef web2.yml. Voilà, un kubectl get po pour voir les conteneurs qui fonctionnent. J'en ai un qui fonctionne actuellement. Voilà. Et il y a une chose importante quand même à observer, hein, c'est qu'on voit que ce pod est constitué de deux conteneurs qui sont en mode exécution. D'ailleurs, si je fais un kubectl describe po web, dans ce fichier, on voit bien ce qui a été réalisé, hein. On voit qu'il y a eu deux conteneurs qui ont été créés. Et de plus, si je remonte un petit peu plus haut, on voit que ce pod, il n'a qu'une seule adresse IP, hein, qui lui a été affectée. Et on voit également qu'il y a le conteneur ng-inx qui a été créé et le conteneur inspect qui a été créé, hein. Donc ça, c'est important déjà de bien comprendre que on a un pod avec deux conteneurs, mais qu'il n'a qu'une seule adresse IP, et qu'il y a deux conteneurs qui lui ont été affectés. Et donc, pour entrer dans un conteneur, on va utiliser la commande kubectl exec -it po/web, on précise le pod dans lequel on va rentrer. On fait un -c pour dire qu'on va utiliser le conteneur inspect, et on va se connecter à ce conteneur inspect. On fait un CTRL-C, voilà, et on va
pasté. Donc là, on est bien dans le conteneur inspect. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de comprendre que dans ce conteneur inspect, on a le processus sleep qui a été lancé. Hein. Si on fait un ps-f, on a, ou ps, hein, on a le sleep qui fonctionne bien. Et ensuite, si on installe la commande curl à l'intérieur de ce conteneur, voilà, on va faire un apk add curl. Voilà, je colle. Et là, quand on colle, eh bien, si je fais un curl local host, j'accède à mon NGINX qui est sur le deuxième conteneur qui est dans le pod. Donc là, c'est intéressant de comprendre que lorsqu'on a plusieurs conteneurs dans un pod, il n'y a d'abord qu'une seule adresse IP qui est affectée à la machine, au pod, et on vient de voir comment on peut accéder au service exécuté dans un autre conteneur, dans un pod. On le fait via localhost. Alors les services, on peut avoir des services de type cluster IP. Alors qu'est-ce que c'est qu'un service? C'est généralement un composant qui va permettre la communication soit entre pods, soit un utilisateur qui va communiquer avec un service qui va être exposé via ce qu'on appelle un autre port. Alors nous, on va s'intéresser qu'à ces deux types de services, les services de type cluster IP et les services de type node port. Alors, pour les services de type cluster IP, alors, premièrement, on va exactement suivre la procédure qui est là pour ne pas avoir de problème. Même pas d'ailleurs, juste venir ici. On va kubectl delete po all. On va supprimer tous les pods qui sont en fonctionnement. On va prendre la précaution de supprimer le fichier web2.yml puisque il a un nom de pod qui va être identique à celui qu'on va créer maintenant. Comme ça, on sera tranquille. Et là, l'objectif, ce sera de créer le fichier inspect qui fera fonctionner un conteneur qui exécutera la commande sleep et on va créer le fichier web2.yml qui, lui, fera fonctionner un conteneur avec NGINX à l'intérieur. Bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, ici, donc on a dit qu'on supprime le fichier web2.yml, c'est ce qu'on a dit qu'on faisait. Voilà. Une fois qu'on l'a supprimé, alors on se crée le fichier web2.yml. On va voir la petite différence qu'il y a avec le fichier qu'on a créé précédemment. Voilà, donc la différence, c'est le label. C'est via ce label-là qu'on va pouvoir signifier au service de type cluster IP qu'on va créer. On va dire à ce service qu'il doit exposer ce pod-là. On sauvegarde. Voilà. Et si on revient sur notre document, on va maintenant créer un service. Voilà. Hop. Voilà. Et on sélectionne.
fois que vous avez sélectionné, vous collez. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On crée un service. Ce service va avoir pour nom web. Et ce service, on va lui demander d'exposer les pods qui auront pour label web. Ce service sera de type cluster IP, c'est-à-dire qu'il permettra juste d'exposer de la communication entre pods. C'est tout. Et le port sur lequel, le port qui va être mappé par le service, hein, c'est-à-dire que c'est sur le port 8000, hein, le port 80 sera redirigé plutôt vers le port 8000, hein, c'est-à-dire que le port 8000 du service, dès qu'on se connecte à ce port-là, ben, on se connectera au port 80 du conteneur web. On sauvegarde, on applique kubectl apply -f point, voilà. Et une fois qu'on a appliqué notre spécification, on va pouvoir aller tester comment ça fonctionne, mais auparavant, on va d'abord afficher avec la commande kubectl get_svc, on va afficher les services et les pods, virgule pods. Ici, on colle. Voilà, donc on a bien les services, le service qu'on a créé, il est là, service de type cluster IP, et on a bien tous les pods qui fonctionnent à ce niveau-là. Alors, si j'utilise cette commande-là, kubectl describe service web get endpoints, ça va permettre d'avoir le service qui est exposé par notre service. On a bien le port 80 hein, de notre conteneur web hein, qui va être exposé. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir tester. Donc on va rentrer dans le conteneur inspect du pod inspect. Avec cette instruction-là, kubectl exec -it po /inspect -sh. Ensuite, on va rajouter la commande curl. Voilà. On rajoute la commande curl. Une fois qu'on a rajouté la commande curl, on va pouvoir faire un curl sur le port 8000 du service. Alors attention, il faudra changer bien évidemment l'adresse IP en fonction de notre adresse IP à nous. Le service, il est ici, normalement, c'est 10.111.121.105. Alors, on y va, 10.111.121.105. Voilà. Donc, ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre la précaution de récupérer l'adresse IP du service. Donc, on voit que le pod qui est ici, celui-là, le pod inspect qui est ici, peut communiquer avec ce pod-là en passant par ce service-là. Alors, mieux que ça encore, il peut communiquer sans adresse IP hein, via le nom du service. Hein, c'est-à-dire que si je fais ici un curl web 2.8000, bah, ça fonctionne également. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on n'a pas besoin de connaître l'adresse IP pour les faire communiquer. Alors, les services de type NodePort. Service de type NodePort, je vais prendre ce fichier-là, hop, et je vais faire un nano et je colle. Et dans ce service de type NodePort, je vais indiquer ces lignes. Alors les lignes, donc le numéro de l'API, c'est un type, c'est un
objet de type service. Le service s'appelle WebNP. Il va s'appliquer aux nodes qui ont pour label web. C'est un service de type node port. Le port 8081 sera mappé au port 80. Alors ça va nous permettre d'avoir un service de type cluster IP. C'est-à-dire que les deux, on pourra faire communiquer un pod avec le pod NGINX, comme on l'a fait avec un service de type cluster IP. C'est-à-dire que le service de type node port permet de mettre en place un service de type cluster IP, mais mieux que ça encore, on va avoir la possibilité de mettre également un service sur le node port, hein, c'est-à-dire sur le serveur Minikube. Alors, une fois qu'on a fait ça, hop, on va appliquer la spécification kubectl apply -f. On valide. Ah, donc là on me dit the service WebNP is invalid. Le port 3000, il est déjà affecté, donc pas de problème. On rentre dans notre service. On va se prendre tout simplement un autre port, hein, si vous avez ce problème-là, vous aussi. Voilà. Voilà, c'est parfait. Alors, si je fais un cube ctl get svc pour avoir les services, j'ai bien le service de type node port qui a été créé à ce niveau-là. Alors, comme ce service a été créé ici, on va pouvoir le tester. Alors, on va tester déjà que c'est bien un service de type cluster IP et qui va permettre à des conteneurs de fonctionner entre eux. Alors, pour ça, on va d'abord se connecter au pod inspect. Voilà. Et on va essayer de faire un apk add curl. Voilà, bon, ça, on l'avait déjà fait. Et si je fais un curl web np, alors ça ne fonctionne pas. Si je fais un curl WebNP, si je fais 2.8081, voilà, ça fonctionne. Voilà. Donc là, on a bien le service de type node port qui est également un service de type cluster IP. Donc là, ça c'est intéressant. Je sors de là. Et maintenant, si je fais minikube web service np, ici, eh bien, on nous donne le port sur lequel notre service est exposé. Et si je fais un curl et je colle, peut-être fait une erreur ici, si je fais un curl et je colle, on voit bien que on peut accéder de l'extérieur de notre machine. On va voir comment on déploie avec Kubernetes. Alors, on va descendre ici. Alors, le fichier web.yml. D'abord, on va peut-être revenir ici. kubectl delete
PO -all. Tout supprimer. Et là, pour déployer avec Kubernetes, alors on va créer un fichier web.yml. On indique la version de l'appli qu'on va utiliser. C'est un objet de type déploiement. Le nom du déploiement va s'appeler web. Dans ce déploiement, il y aura deux objets de type réplica. Et ces deux objets de type réplica vont déployer un objet qui aura pour label web. C'est-à-dire qu'on a l'objet de type déploiement et l'objet qui va être déployé, ça va être un objet qui aura pour label web. Alors cet objet, on le crée un petit peu plus bas ici, hein, on reste dans le même fichier. On vient ici, un petit peu plus bas. Là, on va définir un template. C'est-à-dire que dans ce template, on va définir dans les métadatas, on va affecter à l'objet qu'on veut déployer, hein, qui est dans cette partie-là, hein, dans ce template-là, on va lui affecter le label web. Donc, plus haut, l'objet de type déploiement que l'on a créé saura que ce qu'il doit déployer, c'est un objet qui aura pour label web, donc qui est défini un petit peu plus bas ici. Et donc dans ce template, on va définir l'objet qu'on va déployer. Donc cet objet aura pour label web. Et dans cet objet, dans ce pod, enfin dans ce pod hein, que l'on va créer, on va définir des spécifications, c'est-à-dire qu'on va définir en particulier les conteneurs qui vont lui être affectés. On aura un conteneur qui aura pour name NGINX qui fera fonctionner l'image NGINX et le port qui sera sur lequel donc le NGINX fonctionnera, c'est le port 80. Donc voilà comment on fait un déploiement, c'est-à-dire que là on voit que dans ce type d'objet, on a plusieurs parties. On a une partie ici dans laquelle on définit l'objet de type déploiement. On a une partie à ce niveau-là dans lequel on va définir le nombre de réplicas que l'on souhaite et également l'objet qui va être concerné par le déploiement. L'objet, ce sera l'objet qui aura pour label web. C'est pour ça qu'on écrit ici match label, c'est-à-dire que ça doit correspondre à ce label-là. Et plus bas, on définit dans la zone template, on revient ici, on va définir l'objet qu'on veut déployer, on lui affecte un label et on lui définit également les conteneurs qu'il va contenir. Alors, de toute façon, le fichier web.yml existe déjà, web.yml. Donc là, on va supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur et on va récupérer ce code-là. On va le coller. Voilà. On va appliquer les spécifications kubectl apply-f. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a appliqué les spécifications, on va pouvoir voir le déploiement qu'on a créé avec la commande kubectl getDeploy. Voilà. Donc, il y a bien un déploiement qui a été effectué. Le déploiement s'appelle web. Alors pour l'instant, donc on a normalement 2 réplicas qui l'ont été affectés. C'est de le rappeler encore une fois. Voilà, donc
commence à être prêt. Voilà, donc les deux sont prêts. On peut également voir l'objet de type réplica set, kubectl get replica set, les réplicas qui ont été déployés. Alors, on va commencer. Voilà. kubectl get replica set. Donc il y a bien deux réplicas qui sont désirés et qu'actuellement il y a deux objets de type replica set qui sont définis. Et pour ça, on peut aller les voir. C'est-à-dire que si je fais un kubectl get pods, on constate kubectl get pods, on constate que l'on a bien deux pods qui font partie de ce réplica set. On voit ici le réplica set qui est ici. 6C 947, CC 565, qui sont ici. On a bien deux pods qui sont en fonctionnement. Donc, on a créé un objet de type déploiement. Cet objet de type déploiement donne lieu à un objet de type replica set qui a permis de déployer deux pods, un même pod deux fois. Et là, voilà, donc on a cet objet de type, on a les deux pods, on a le pod qui a été dupliqué en quelque sorte. Alors ça, c'est intéressant quand on souhaite, par exemple, faire en sorte que l'instance d'une application soit répliquée parce qu'elle doit faire face à une charge. Et de plus, chacun de ces pods, qui constituent en fin de compte la même application, peut être dispatché sur des nœuds différents. Voilà, c'est parce qu'on est en formation, on n'a qu'un seul nœud pour l'instant. Donc, alors on peut tester que ça fonctionne bien et que quand on s'adresse à... Parce que l'objectif, ce qui est intéressant de voir, c'est de voir que le load balancing s'applique bien. Parce que si je fais un curl, alors d'abord, normalement, les services existent encore. Si je fais un kubectl get svc, j'ai toujours le service de type webnp qui expose le service web, donc qui est existant. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir quel est le service, quel est le pod qui répond. Normalement, comme c'est du load balancing, dès qu'on va envoyer une requête au pod, ça peut être celui-là ou celui-là qui va répondre. Alors, pour être un peu plus concret, donc ce qu'on va faire, on va tout simplement ici récupérer. Et donc, vous récupérez ce code-là pour aller remplacer ici déjà ce premier pod par celui que nous on a créé. Et on va récupérer le deuxième pod qui est ici. Hop. Et on va le remplacer par celui que l'on a créé ici. À ce niveau-là. Voilà. Comme ça. Et donc, ici, on va utiliser la commande kubectl cp. Alors d'abord, on va créer un fichier, deux fichiers. Le fichier index1.html et le fichier index2.html. On va les créer maintenant. On va faire un nano, ou alors on va faire un écho. Entre parenthèses, on va faire bonjour 1 par exemple. Et on va balancer ça dans le fichier index
h1.html. Alors, si on veut que ce soit de l'HTML, on peut même ajouter un petit tag paragraphe. Hop. Voilà. Donc index 1, on a dit HTML, voilà. Et on va se créer un deuxième fichier, mais bonjour 2, qu'on va mettre dans index2.html. Et ce qu'on va faire, ce fichier index1, on va le copier dans le premier pod sur la racine du serveur web. Et ce deuxième fichier, on va le copier dans le deuxième pod à la racine du serveur web en les renommant. Alors pour ça, on va aller utiliser ces deux commandes-là. La commande kubectlcp index1.html, elle va copier ça dans le pod, le premier pod, dans le dossier racine du serveur web et elle va le renommer index.html et la deuxième commande fera la même chose dans l'autre pod. On récupère ces deux commandes-là et on va coller. Voilà. Maintenant, première des choses qu'on va faire pour bien comprendre quand même ce qu'on fait, on va récupérer cette instruction. C'est sur 3001 que ça fonctionne. On va d'abord récupérer cette instruction. Voilà. Je reviens ici. Et si je fais un... C'est pas un double. C'est un curl ici d'abord. Si je fais un curl HTTP... voilà. Si je fais un curl HTTP alors c'est ça... Minikube IP, ben, ça c'est une expression tout simplement qui va nous permettre d'avoir l'IP de Minikube. C'est-à-dire que si je tape un Minikube IP, ben, j'obtiens l'IP de Minikube. Comme on a un service, hein, si je fais kubectl get svc, comme on a un service de type NodePort qui fonctionne ici, ça veut dire que je peux accéder au service NGINX qui existe dans le... Alors je vais faire, je fais un kubectl get PO, puisque j'ai un service de type NodePort qui fonctionne ici. Ça veut dire que je peux accéder à ce serveur NGINX ou à celui-là, sachant que c'est les mêmes, hein, puisqu'ils ont été répliqués. Je peux y accéder avec la commande curl http. Je peux faire curl http je peux mettre l'adresse IP de Minikube ici et 2.3001. Ça, je peux le faire parce que j'ai un service de type NodePort ici. Puisque j'ai un service de type NodePort, je peux donc accéder à ce service-là. Et ce qui peut s'exprimer de cette façon-là, puisque Minikube IP, hein, c'est cette adresse-là. Et là, l'objectif, c'est de voir lequel nous répond, parce que le problème, voilà, alors, attendez, je refais encore le cœur. Là, j'ai bonjour 2, donc c'est le deuxième qui me répond. Là, j'ai bonjour 2, c'est le deuxième qui me répond. Le bonjour 1, vous voyez, donc de temps en temps, c'est l'un ou l'autre qui me répond. Vous voyez? Donc on voit que c'est effectivement du load balancing, hein, qui s'est mis en place. Et je peux créer une boucle. Comme ça, je peux faire un while do through. Et je peux faire une boucle, hein, pour envoyer ça dans un petit script. Et c'est un while through, ça veut dire tant que ce sera vrai
Je demande à réaliser cette instruction-là plusieurs fois au lieu de le faire manuellement. Done. Et voilà. Donc, si je fais ça, on voit bonjour 2, bonjour 1, une fois c'est l'autre qui me répond, et ainsi de suite. Vous voyez, donc on voit que c'est bien du load balancing qui est mis en place via notre déploiement. Alors, on peut visualiser les logs, kubectl logs -f -l app web de notre application. Voilà. Donc, il y a bien des commandes curl qui ont été lancées sur notre déploiement. Ça, c'est une façon de visualiser les logs. On peut également faire une mise à jour à chaud. Par exemple, je souhaite je souhaite changer la version de mon image. Et comme la version d'une application, hop, je vais venir sur le fichier web.yml qui est ici, et je vais aller changer tout simplement à ce niveau-là. Voilà, je vais changer l'image. Une fois que ça a été fait, donc je peux réappliquer kubectl, apply, -f, je fais un point, comme ça. Ah, il y a un problème à la ligne 17, j'ai du mal à faire quelque chose, ben oui. Ouais, j'ai mis 2 fois image, voilà, on commence. kubectl, voilà. Et là, une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser cette commande kubectl get deploy -o wide qui va permettre de constater que l'image qui est déployée maintenant via notre déploiement, c'est bien l'image NGINX 1.17. On peut revenir en arrière avec un rollout. Ici, je vais faire kubectl rollout undo. Alors d'abord, je peux peut-être faire un kubectl get po pour voir kubectl, pardon, get po pour voir nos pods, voilà, donc, qui ont par contre été modifiés. Ensuite, je vais faire mon rollout ici. Hop. C'est pas ici. C'était ici. Je vais faire mon rollout. kubectl rollout undo deploy web. Et on peut aller contrôler qu'il y a bien eu un rollout qui a été réalisé. J'ai fait une bêtise. Je recommence à le... Il faut utiliser la commande kubectl deploy -o wide. Voilà. Et là, on voit bien qu'on est revenu sur la 16. Si je fais un kubectl get po, on voit que ça a encore changé des pods. Je peux faire un changement à chaud. Pour ça, il suffit de faire kubectl set image deploy web nginx égale. Donc, je vais donner la nouvelle image. Donc le déploiement peut se faire à chaud de cette façon-là, sans passer par un fichier de spécification. Il y a pas mal de commandes comme ça. Même pour créer un service, on pourrait le faire à chaud si on voulait. Et là, si je refais un kubectl deploy -o wide, je suis revenu sur la 17. Voilà donc comment est-ce qu'on peut faire un déploiement. Maintenant, on va supprimer tous les déploiements. kubectl delete deploy web.
Voilà, je vais supprimer tous les déploiements. Alors, pour vérifier que tous les déploiements ont été supprimés, je vais faire un kubectl get all. Ça veut dire qu'il va tout m'afficher, aussi bien les pods que les services, que les déploiements. Donc les déploiements, on voit qu'on n'en a plus. Alors, on peut scaler l'application web en temps réel. Par exemple, je vais faire alors un kubectl apply-f web.yml. Donc, je vais encore créer mon déploiement. Voilà. Si je fais un kubectl getPod, normalement, on n'en a que deux ici. Voilà, j'ai bien que deux pods qui sont en fonctionnement. Mais supposons que je veuille en faire plus. Donc, avec une seule commande, je peux faire kubectl scale --réplica 5 déploiement web. Je viens ici. Voilà. Et si je fais un kubectl getPod ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 pods qui sont créés. Voilà donc pour déjà ces commandes qui vont permettre de pouvoir manipuler Minikube. Maintenant, l'objectif, ça va être de faire des exercices autour de tout ça pour s'assurer que tout ça, ça a été bien compris